Alors, merci, je suis très contente d'être là, mais je suis aussi très impressionnée, surtout ici. Voilà, ça fait grand. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des moyens dont dispose le bébé pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir exprimer ses émotions. Et puis on va voir aussi en quoi lui parler et l'écouter peut être structurant pour lui. En quoi lui parler et l'écouter est structurant pour lui et va l'aider dans son développement aussi bien physique que psychologique et émotionnel. Alors pour vous parler de ça, je vais me baser sur une partie des travaux d'Aletta Solter. Aletta Solter, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est un docteur en psychologie, elle est suisse-américaine et spécialiste dans le développement. Et elle a largement diffusé le fruit de ses observations et de ses recherches auprès du grand public, notamment à travers des livres ou des conférences, où elle a donné au public non seulement des grilles de compréhension, des grilles de lecture, mais elle leur a aussi donné des outils concrets que les parents peuvent mettre en place dans leur vie quotidienne. Alors le postulat de départ, un petit peu comme Dominique vient de nous le présenter, eh bien c'est que, comme le disait Françoise Dolto, le bébé est une personne. Alors si c'est une personne, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que le bébé est un être humain à part entière, et en tant qu'être humain, eh bien c'est un être de langage. Donc très tôt, le bébé va être désireux d'entrer en relation, d'entrer en interaction avec ses parents d'abord, et puis avec son environnement proche. Et puis, en tant qu'être humain, eh bien, le bébé est aussi doté de la faculté de réfléchir et de ressentir des émotions. À la naissance, eh bien, le bébé dispose déjà de plusieurs outils de communication. Il peut communiquer à travers le toucher, à travers des regards aussi, par des sourires, par des mimiques, par des sons, et tout son corps, tout son visage vont pouvoir participer à cette communication, à cette interaction. En réalité, c'est vraiment tout son langage corporel qui va participer à cette relation. Et on peut d'ailleurs très rapidement apprendre au bébé à communiquer par des gestes. On va lui apprendre par exemple à signer avec les mains. Mais le bébé possède aussi un autre outil de communication extraordinaire que sont les pleurs. Alors nous, adultes, eh bien, tout au long de notre petite enfance, nous allons affiner certains de ces outils. Et puis nous allons en acquérir de nouveaux, notamment le langage verbal. Et donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur les pleurs côté bébé et sur le langage verbal côté adulte, côté parent. Alors pourquoi m'intéresser plus spécifiquement aux pleurs? Eh bien parce que les parents sont confrontés quotidiennement aux pleurs de leur bébé. Et que parfois, être en présence d'un bébé qui pleure pendant des heures sans aucune raison apparente, ça peut être vraiment difficile à vivre et ça peut être déroutant. Donc quand on connaît mieux le mécanisme des pleurs, quand on peut les décoder, on peut y répondre de manière plus sereine, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a un grand malentendu à propos des pleurs, c'est qu'il y a la croyance que quand un bébé pleure, eh bien c'est qu'il est en souffrance. Et s'il est en souffrance, évidemment, ça veut dire que moi, adulte, je dois absolument faire quelque chose pour que mon bébé arrête de pleurer. Et donc on va voir en quoi cette croyance, eh bien, elle peut être dommageable pour le bébé. Aletta Solter, elle distingue deux fonctions pour les pleurs. La première fonction, eh bien, c'est une fonction d'expression d'un besoin immédiat, d'une gêne ou d'une douleur. Mon bébé peut pleurer parce qu'il a faim, par exemple. Il peut pleurer parce que son linge est sale et qu'il va falloir penser à le changer. Et bien sûr, il peut pleurer parce qu'il a mal quelque part. Mais parfois, il va aussi pleurer pour une autre raison. Et cette raison-là, elle est encore méconnue. Et cette raison, cette deuxième fonction des pleurs, eh bien, c'est que grâce aux pleurs, le bébé va rentrer dans un mécanisme de libération du stress et de décharge émotionnelle. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons que je sois chez moi dans mon salon et que mon bébé est là, il est en train de jouer tranquillement sur son tapis d'éveil, il est en train de découvrir une petite girafe, et puis subitement, son grand frère déboule dans la pièce, lui arrache la girafe des mains et puis va s'installer un petit peu plus loin pour se mettre à jouer. Et mon bébé se met à pleurer. Donc je peux voir que même si je m'approche de mon bébé, que je mets une main sur son ventre par exemple, que je le prends dans les bras, eh bien mon bébé continue à pleurer. Alors je vais demander au grand frère de gentiment rendre la girafe au bébé, et je peux observer qu'à ce moment-là, le bébé ne s'intéresse pas beaucoup à cette girafe.
il continue à pleurer. Qu'est-ce qui se passe là en réalité? Eh bien, quand l'événement a eu lieu, mon bébé il a été traversé par beaucoup d'émotions. D'abord, il peut avoir été tout à fait surpris par ce qui s'est passé et même ne rien comprendre du tout. Enfin, il peut être tout à fait dérouté par ce qui vient de se passer. Il peut aussi ressentir de la frustration, il peut ressentir de la colère et il peut ressentir aussi de l'impuissance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir besoin, pendant un temps qui lui est propre, de pouvoir pleurer pour exprimer tout ce qu'il a ressenti pendant cet événement-là. Et une fois qu'il aura pu pleurer à chaudes larmes aussi longtemps qu'il en a besoin, il va revenir à un état de détente qui va lui permettre de s'intéresser de nouveau à sa girafe et de retourner dans son jeu. Des études ont vraiment pu permettre de mettre en évidence le lien qu'il y a entre le stress et le besoin de pleurer. Et non seulement ces études ont mis ce lien en évidence, mais ils ont pu remettre aussi les choses à leur place, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on est stressé, mais au contraire, c'est parce qu'on est stressé qu'on a besoin de pleurer. Donc les pleurs ont vraiment un rôle crucial à jouer dans le cycle stress-détente. Alors pour comprendre ce rôle crucial des pleurs dans ce cycle, il faut s'intéresser un bref instant à ce qui se passe dans l'organisme quand on est confronté à un stress. Donc, quand on vit une situation menaçante ou une situation stressante, l'hypothalamus va envoyer des signaux d'alarme au système nerveux sympathique et à l'hypophyse. Le système nerveux sympathique va préparer le corps à l'action et l'hypophyse, elle, va sécréter en grande quantité une hormone qui s'appelle l'ACTH et qui elle-même, par une réaction en chaîne, va sécréter en grande quantité des glycocorticoïdes, dont le cortisol. Et les glycocorticoïdes vont mobiliser toute l'énergie présente dans l'organisme pour pouvoir faire face à l'événement. Donc ces deux systèmes vont agir de concert pour que, face à une situation menaçante, eh bien, l'individu puisse, dans l'instant, rentrer dans une réaction de lutte, de fuite ou de figement. Et ce mécanisme existe depuis la nuit des temps. Alors si c'est très utile d'entrer dans une telle réaction quand on est face à un stress réel, face à un danger réel, ça peut nous sauver la vie, eh bien il faut savoir que l'hypothalamus va réagir de la même façon, peu importe le stress auquel il est confronté. Or, si je suis dans un stress plutôt psychologique ou émotionnel, vous serez d'accord avec moi, rentrer dans une réaction de lutte ou de fuite ne va pas être approprié, ne va pas être adéquat. Or, il faut absolument que le corps puisse utiliser cette mise sous tension et cette énergie qui a été commandée par le cerveau. Parce que si elle ne le faisait pas, eh bien, ça deviendrait délétère pour l'organisme, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc, le corps a dû trouver d'autres stratégies pour pouvoir permettre dans ces moments-là d'utiliser autrement la commande du cerveau. Et parmi les stratégies dont le corps dispose, eh bien, figurent les pleurs. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on pleure? On va utiliser une grande quantité de l'énergie qui a été mobilisée dans le corps, et puis grâce aux larmes, on va pouvoir évacuer de l'organisme des déchets, si on peut dire, liés aux hormones de stress. Ça veut dire que pleurer est aussi important que d'aller à la toilette et a une fonction similaire, qui est vraiment de permettre à l'organisme d'évacuer des déchets dont il n'a plus besoin. Alors, peut-être que certaines personnes parmi vous peuvent se demander, mais en quoi est-ce que la vie d'un bébé peut être stressante? Alors après ce que Dominique nous a partagé, c'est déjà un petit peu plus clair. Il faut savoir qu'en réalité, le premier âge de la vie est un des plus stressants, parce que le bébé est immature, parce qu'il manque d'expérience, parce qu'il dépend de son entourage pour répondre à ses besoins. Tout ça fait que le stress fait partie inhérente de la vie. Alors il y a différentes sources de stress pour les bébés.
Donc bien sûr, il y a le stress prénatal, il y a le vécu de naissance et il y a le vécu du postpartum immédiat. Et comme nous a dit Dominique, plus il va y avoir d'événements marquants pendant la grossesse, au niveau émotionnel par exemple, plus la naissance va être traumatique ou va être instrumentalisée, plus il va y avoir d'événements marquants dans le postpartum immédiat, comme une séparation avec la mère par exemple, et bien plus le bébé risque d'être stressé et il va avoir besoin de pouvoir pleurer pendant des mois parfois pour pouvoir évacuer le stress qui a été le stress qu'il a. Alors il y a d'autres sources de stress. Une fois que le bébé est né, c'est pas fini. Les besoins non satisfaits, par exemple, sont une source de stress pour lui. Les stimulations excessives ou la surcharge d'informations également, ainsi que les frustrations liées au développement ou aux apprentissages. Alors les douleurs physiques, évidemment, sont une source de stress, ainsi que les événements effrayants. Et puis, comme nous l'a dit Dominique, l'environnement aussi peut être une source de stress pour le bébé. Et l'environnement, c'est aussi bien l'environnement familial que l'environnement sociétal dans lequel s'inscrit la famille. Alors je vais un petit peu vite parce qu'on a peu de temps là, on a peu de temps pour parler, mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir des explications, je serai à votre disposition après. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? En quoi est-ce que c'est intéressant d'être conscient de toutes ces sources de stress auxquelles va être confronté le bébé ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit les mettre sous cloche ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit les empêcher de rencontrer les frustrations et les empêcher de rencontrer le stress ? Eh bien, pas du tout, évidemment. Vous vous en doutez bien. Ce ne serait pas du tout réaliste de vous inviter à mettre vos bébés sous cloche. Non seulement ce ne serait pas réaliste, puisque le stress fait partie inhérente de la vie, mais en plus, ce ne serait pas lui rendre service. Au contraire, ça va être important de pouvoir lui apprendre à gérer les émotions qui vont résulter des frustrations auxquelles il va être confronté, du stress qu'il va rencontrer et des douleurs aussi qui immanquablement vont faire partie de sa vie à un moment donné. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment faire quand mon bébé pleure ? Eh bien, quand mon bébé pleure, je vais d'abord vérifier s'il y a un besoin, s'il y a une gêne et s'il y a une douleur. Et bien sûr, je vais satisfaire cela le plus rapidement possible et le mieux possible. Si mon bébé pleure parce qu'il a faim, je vais lui donner à manger le plus rapidement possible. S'il pleure parce qu'il faut changer son linge, je ne vais pas attendre 3 heures, je vais changer son linge le plus vite possible. S'il pleure parce qu'il a mal quelque part, mais je vais le soigner ou je vais l'emmener chez le pédiatre. Mais quand j'ai vérifié tout ça et que mon bébé continue à pleurer, que donc il n'y a pas de besoin, qu'il n'y a pas de gêne et qu'il n'y a pas de douleur, eh bien c'est le signe que mon bébé est rentré dans ce processus d'autolibération du stress. Et dans ce cas-là, la meilleure chose à faire est de le prendre dans les bras, de s'installer confortablement et de l'écouter. Ça veut dire que aussi longtemps que mon bébé va avoir besoin de pleurer, et parfois ça peut durer longtemps, eh bien je vais être vraiment présente pour ce qui se passe à mon bébé. Et je vais l'envelopper de tout l'amour que j'ai pour lui, de toute mon empathie et de toute ma bienveillance. Alors pourquoi est-ce que dans la mesure du possible, ce serait mieux de ne pas laisser le bébé pleurer seul ? Eh bien d'abord, peut-être que la raison première pour laquelle il pleure, c'est qu'il a besoin d'être pris dans les bras. Parce que oui, être pris dans les bras, avoir un contact physique, est un réel besoin. Donc si mon bébé pleure parce qu'il a besoin que je le prenne dans les bras, quand je le prends dans mes bras, assez rapidement, mon bébé arrête de pleurer puisque j'ai répondu à son besoin. Mais ce n'est pas toujours le cas. Une autre raison pour laquelle il vaudrait mieux ne pas laisser le bébé pleurer seul, eh bien c'est parce que pour pouvoir rentrer dans ce processus d'autolibération du stress, il a impérativement besoin à ses côtés d'avoir un autre être humain. Et pas n'importe quel autre être humain, un adulte bienveillant qui va pouvoir créer les conditions nécessaires dans lesquelles le bébé va se sentir suffisamment en sécurité émotionnellement pour pouvoir réellement plonger dans ce processus. Une autre raison, c'est que le bébé, quand il est submergé par ses émotions, qui sont parfois très intenses, eh bien, il a besoin d'être rassuré.
Il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'il est aimé et accepté quoi qu'il se passe. Ça veut dire que quoi qu'il vive, quoi qu'il ressente, il a besoin de sentir qu'il est aimé et accepté. Et puis, il a aussi besoin d'être rassuré parce que parfois, l'intensité de ce qu'il vit est tellement forte, eh bien, que le bébé peut avoir peur que cette intensité détruise le lien qu'il a avec son parent, voire détruise son parent lui-même. Alors, en quoi est-ce que tout ceci va aider mon bébé? D'abord, quand je réponds à ses besoins, mon bébé développe sa confiance en lui et sa confiance en l'autre. Et puis, quand je l'accompagne, quand il est dans une décharge émotionnelle, eh bien d'abord, mon bébé apprend que c'est sain de pleurer. Et il apprend aussi qu'il est aimé, quoi qu'il se passe, quoi qu'il ressente. On a aussi pu observer que les bébés qui peuvent pleurer aussi souvent et aussi longtemps qu'ils en ont besoin en présence d'un adulte bienveillant, eh bien, sont des bébés qui sont plus faciles à vivre. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont plus faciles à vivre? Simplement parce qu'ils sont détendus. Et un bébé qui est détendu est un bébé qui est joyeux, qui est éveillé, qui est curieux, qui est dans la découverte du monde, dans la relation, et qui peut aussi de temps en temps s'occuper un peu tout seul. On a aussi pu observer que ça facilitait les apprentissages, aussi bien les apprentissages liés au développement que plus tard les apprentissages scolaires. Et enfin, on a pu observer que les bébés qui peuvent pleurer comme ça à chaudes larmes aussi souvent et aussi longtemps qu'ils en avaient besoin, eh bien, avaient en général une meilleure qualité de sommeil et maintenaient une meilleure santé physique et psychique. Et ça peut s'expliquer facilement parce que les tensions sont libérées au fur et à mesure. Donc elles n'ont pas besoin de se cristalliser dans l'organisme et elles n'ont pas besoin de se manifester sous forme de maladie, par exemple. Et puis au niveau psychique, ça s'explique parce que si je peux pleurer directement en lien avec un événement qui m'a fait peur, par exemple, au bout d'un moment, mon cerveau va classer l'affaire. Imaginons que je me promène par exemple dans un parc avec mon bébé, quand subitement arrive un gros chien qui aboie très fort, et mon bébé se met à pleurer. Alors s'il se met à pleurer à ce moment-là, c'est qu'il vit la situation comme étant menaçante. Peut-être qu'il peut ressentir l'agressivité du chien, peut-être qu'il peut ressentir mon stress, ma peur. En tout cas, il vit ça comme un événement stressant. Les bébés qui peuvent pleurer immédiatement après cet événement-là ou rapidement après l'événement et qui peuvent y revenir, parfois l'expliquer une fois c'est pas suffisant, il va falloir l'expliquer encore et encore. En tout cas, au bout d'un moment, le cerveau va classer l'affaire. Et quand le cerveau classe l'affaire et qu'il le met dans le dossier résolu, eh bien ça veut dire que les fois suivantes, quand je vais au parc et qu'on croise un chien, ou bien que j'entends au loin un chien qui aboie, il n'y a plus aucune raison que j'ai peur, puisque l'affaire a été classée. Donc voilà qui clôture le chapitre lié aux pleurs des bébés. Intéressons-nous maintenant à notre compétence d'adulte, qui est celle de pouvoir lui parler. Alors peut-être que pour beaucoup d'entre vous ici, c'est évident qu'on peut parler à son bébé, c'est quelque chose qui est naturel, que vous faites de manière très spontanée. Mais pour certaines personnes, c'est pas si évident que ça. Certaines personnes se demandent pourquoi est-ce que je devrais parler à mon bébé, puisque de toute façon, il ne comprend pas et il ne répond pas. Donc comme on l'a vu au début de cette présentation, mon bébé va comprendre ce que je lui dis bien avant de pouvoir répondre avec des mots. Et on a vu déjà les richesses de communication qu'il a pour pouvoir répondre autrement à nos interactions et à la communication que j'ai avec lui. Donc, quand le bébé est en éveil calme, eh bien, je vais pouvoir lui parler, je vais pouvoir chanter, je vais pouvoir lui raconter des histoires, juste pour le plaisir d'être dans la relation. De manière très spontanée, bien souvent, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va décrire le monde environnant au bébé. On va nommer les choses qui nous entourent, on va nommer les animaux qui sont près de nous, on va nommer les personnes qui sont là. C'est vraiment une façon de présenter le monde au bébé. Bien souvent aussi, quand on apporte des soins au bébé, eh bien, on va décrire ce qu'on est en train de faire. Je pense par exemple au moment d'habillage et de déshabillage. Et bien souvent, on va décrire au bébé, étape par étape, ce qu'on est en train de faire. Ce qui va permettre au bébé de rapidement comprendre ce qui se passe, de pouvoir aussi peut-être anticiper ce qui se passe,
Et si en plus on lui donne des indications sur le plan psychomoteur, eh bien très rapidement, le bébé va pouvoir devenir acteur de ce moment d'habillage et de déshabillage. Alors c'est aussi intéressant de pouvoir expliquer au bébé ce qui se passe ou ce qui va se passer. Que ce soit pour des choses qui ponctuent notre quotidien. Par exemple, je pourrais dire au bébé, eh bien là, je vais mettre ton manteau et puis on va partir faire des courses. Ou bien là, je mets ton manteau et puis on va aller chez ta grand-mère ou on va passer une chouette après-midi tous ensemble. Donc je peux vraiment expliquer des choses du quotidien, des choses qui ponctuent notre quotidien. Mais je peux aussi expliquer au bébé d'autres choses qui concernent la famille et donc qui le concernent aussi. Si par exemple